Mesdames et messieurs, chers collègues qui avaient la chance d'être sur place à Cordoue, avant d'engager mon propos, je vous prie d'excuser de ne pouvoir être des vôtres. En effet, mes responsabilités d'enseignant ne m'ont hélas pas permis d'être sur place dans la terre natale de l'auteur dont il va être question, à savoir Ibn Hazm, mort en 456 de l'Hégire et correspondant à 1064 de notre ère. Permettez-moi aussi de remercier vivement les organisateurs pour leur souplesse bienveillante face aux imprévus qui nous permettent de participer à distance. Passons maintenant, un peu sans transition, à l'objet de cette intervention. Ibn Hazm est un penseur zahirite, aussi méthodique qu'attaché au sens obvi des textes religieux, qui rédige un traité à la fois d'éthique et de morale, le Kitab al-Akhlaq wa Siyar. Sans plan, sans fil conducteur, les idées semblent partir un peu dans tous les sens, et c'est ainsi que s'offre à nous le Kitab al-Akhlaq, un ouvrage tardif, très personnel, composé vers la fin de sa vie. Cette absence de plan ou ce vagabondage de la pensée est l'expression que j'emprunte à Gabriel Martinez-Gros, une attitude fidèle à l'adab et a de quoi surprendre chez un auteur aussi rigoureux d'ordinaire. Nous pouvons aborder le Kitab al-Akhlaq dans une dimension philosophique en tant qu'œuvre parénèse de la science des akhlaq, mais aussi dans la lignée de l'immense littérature politique, à savoir le genre des adab sultaniya, c'est-à-dire les miroirs des princes. Ancien ministre omeyyade des Ibn al-Kottab Cordouan, devenu katib et faqih après la fitna de Cordoue, Ibn Hazm exhorte sans relâche ses coreligionnaires à restaurer les Omeyyades. Et ces données nous invitent donc à entrevoir la dimension politique de l'ouvrage, de ce traité. Donc dans cette première partie, on va essayer de voir, je vais essayer de vous présenter en quoi l'absence de plan devient finalement un choix esthétique. Ouvrons donc ce texte ensemble, dont nous allons parcourir le contenu à la vitesse d'un cheval au galop afin de pouvoir respecter le temps qui nous est imparti. Dès les premières pages, on le sent. Il n'y a pas d'introduction solennelle pour poser les enjeux, pas de table des matières, pas de progression logique annoncée. On passe de l'amitié à la colère, de la vie à la cour, aux vertus domestiques, des sentences générales à des souvenirs personnels, comme si Ibn Hazm écrivait au gré de ses indignations ou de ses souvenirs. Ce vagabondage de la pensée, comme le disait Gabriel Martinez-Gros, nous surprend. Comment un auteur qui, dans son Ihkam ou dans Al-Fisal, il déploie une rigueur implacable, peut-il se permettre cette liberté un peu anarchique? La réponse est simple, et toujours le même Gabriel Martinez-Gros nous la donne, c'est fidèle finalement à l'esthétique de l'adab. Et l'adab ne cherche pas la démonstration linéaire à la manière des Grecs, il s'agit davantage d'une poétique de l'enchâssement et de retour circulaire, une sorte de collier de perles littéraire où chaque aphorisme brille pour lui-même. Aphorismes, anecdotes, proverbes s'enfilent comme des perles sur un fil invisible, créant des échos plutôt qu'une progression linéaire. On retrouve cette structure circulaire dans plusieurs œuvres d'Ibn Hazm, notamment dans le Naqd al-Arus, dans le Tarq al-Hamama, où le chapitre central équilibre parfaitement deux parties de 15 chapitres chacune. Les racines plongent même jusqu'au Aqd al-Farid d'Ibn Abd al-Rabbi, un des précurseurs les plus célèbres de cette poétique andalouse. Alors, ce qui pouvait sembler désordonné révèle en filigrane son engagement politique à travers ce fil invisible. Passons à la deuxième partie, dans laquelle je veux vous présenter cette sorte de le miroir brisé de ce qu'il y a qui existe en filigrane dans cette œuvre, une sorte de symétrie cachée. Derrière cette liberté apparente se cache pourtant une organisation géométrique,
le miroir. Et cet apparent désordre cache une organisation bien plus subtile, une véritable architecture en miroir. Regardons rapidement les chiffres. Dans l'édition critique des Variades, nous comptons 254 paragraphes. L'ouvrage se divise en deux moitiés parfaitement équilibrées, autour d'un chapitre central unique, un seul paragraphe, sans titre, consacré à l'amour des femmes. Gabriel Martinez-Gros, lui, travaillait sur l'édition du prêtre espagnol Arsène Palacios, et il en comptait 349 paragraphes, et trouvait la même symétrie parfaite. Donc ces jeux arithmétiques, comme il le dit, ne sont pas anodins. Ils donnent sens à un traité qui semble décousu. Ce centre pivot oppose deux réalités. D'un côté, les akhlaq, les caractères innés que Dieu crée en chacun des hommes, et de l'autre, les siyar, les conduites sociales guidées par le modèle prophétique. Une tension féconde entre l'intérieur et le dehors, entre la création divine et l'histoire humaine. Et le miroir, alors, c'est l'instrument par excellence de cette structure. Depuis l'Antiquité, dans l'Adab, chez Ibn al-Muqaffa, ou encore Abu Zayd al-Balkhi, chez Ibn Sina, ou encore al-Razali, le miroir, cet objet reflète la réalité du prince pour qu'il se corrige. Deux hadiths liés au califat l'emploient déjà ainsi. Ibn Hazm en fait un outil thérapeutique. Le corps du prince devient, comme le disent Lachaud et Scordia, le corps physique de l'État dont les désordres sont liés aux conditions de la vie de cour. Résultat saisissant, nous avons affaire à une sorte de miroir brisé par les désordres politiques et religieux. Et l'absence d'unité apparente symbolise l'instabilité de Ta'ifas post-fitna, mais la structure en collier rétablit l'ordre omeyyade qu'Ibn Hazm n'a jamais cessé de vouloir restaurer. Certes, si des allusions à un prince fictif dans le Kitab al-Akhlaq et des conseils sur l'entourage du prince et de sa cour se trouvent disséminés dans l'ouvrage, il ne s'agit pas d'un ouvrage stricto sensus d'Adab Sultaniya, comme peuvent l'être les Ahkam Sultaniya de Mawardi, ou les ouvrages d'Ibn al-Muqaffa, ou de Abd al-Hamid ibn Yahya, ou encore les ouvrages d'Adab al-Khatib d'origine andalouse. Ibn Hazm fait du miroir un moyen thérapeutique. Le miroir, en tant qu'instrument, sert d'objet permettant de renvoyer l'image réelle du prince. Ce miroir, ce texte, ce traité, s'inspire de modèles précédents, mais tout en fabriquant, en formant un traité plus ou moins original. Donc cette architecture circulaire permet surtout un riche montage intertextuel, un savant mélange intertextuel explicite et implicite renvoyant à des sources endogènes et exogènes au contexte culturel arabe en général et andalou en particulier. D'un côté, les sources endogènes, Ibn Hazm lui-même, ancien wazir omeyyade, puise dans les adab sultaniya persans adaptés au contexte andalou. L'adab al-Khatib d'Ibn Qutayba joue un rôle primordial dans l'éducation des Kutab andalous en usant des topoi de la littérature de cour. Aucun dédicataire explicite, mais une vocation universelle. Dieu exalté puisse en faire profiter qui bon lui semble parmi ses fidèles capables de comprendre. De l'autre, des sources exogènes. La philosophie grecque, filtrée par l'Orient. L'âme tripartite, platonicienne, aristotélicienne, systématisée par Miskawayh, et en même temps utilisée chez Ibn Hazm. Des détails parfois identiques chez Yahya ibn Adi. Le bonheur défini par Ibn Hazm comme Tard al-Ham, la chasse aux soucis qui fait un écho sémantique au Daf al-Ahzan d'Al-Kindi. Ibn Manzour, d'ailleurs, le célèbre linguiste, dirons-nous aujourd'hui, confirme que Ham équivaut à Huzn, la tristesse. Et ces emprunts ne sont jamais revendiqués explicitement, sont des perles grecques incrustées dans le collier andalou. Ce collier andalou se distingue aussi par des procédés stylistiques qui participent du ciment du miroir. Et pour que cette structure tienne, Ibn Hazm mobilise
tous les artifices rhétoriques de la prose arabe, du katib et du faqih. D'abord la répétition, le takrir, c'est la signature de son style, selon Mohamed Harkoun et Taha al-Mehdi. Cette signature relève du style coranique et de l'oralité. As-Suyuti, dans Al-Itqan, explique son rôle pédagogique et littéraire. La répétition, elle facilite la mémorisation, essentielle pour un texte fait pour être appris, retranscrit et transmis. Quelques exemples, on voit la comparaison de certaines qualités humaines avec les animaux qui revient très souvent, hein, comme dans les fables animalières, où justement il y a une comparaison homme et animal. On retrouve toujours le courage, c'est toujours le lion, ou le loup, ou l'éléphant, avec quelques variantes. On trouve aussi 12 vers sur les vertus répétées à l'identique. Nous observons aussi parfois des formules répétitives, comme talib, mutashabih bih, etc., qui donnent un rythme au discours. Et là où il enchaîne aussi Ibn Hazm sur des formules très classiques appartenant au genre proverbial. À l'inverse, Ibn Hazm allie fréquemment les symétries syntaxiques, hein, la muqabala ou taqabul, la correspondance, et aussi l'antithèse, at-tibaq, avec parfois une symétrie sémantique. Nous en avons relevé plusieurs exemples et cette symétrie renforce la structure en miroir du traité, en opposant bien sûr la science et l'ignorance, la vertu au plaisir, la frontière entre les amis et la louange, entre la raison et la stupidité, etc. etc. Donc on voit que ces procédés stylistiques sont faits pour être utilisés à l'oral, pour être facilement appris et facilement cités, afin d'enrichir aussi l'architecture intertextuelle andalouse. Enfin, le lexique reste accessible, conforme à l'idée qu'il se fait du langage. Soucieux de l'intercompréhension entre les hommes, le tafahum chez Ibn Hazm, celui-ci il refuse ainsi les jargons ésotériques qui rendraient complexes le langage des traités, le langage religieux. Pour conclure ce parcours à travers le Kitab al-Akhlaq, permettez-moi de rappeler brièvement les axes que nous avons vus ensemble. Il s'agit d'abord d'un texte donc décousu en apparence, révélant au fil de sa lecture une architecture en miroir, 244 paragraphes équilibrés autour d'un centre pivot, avec les akhlaq d'un côté contre ou face au siyar, comme un miroir brisé par la fitna et les taïfas. Tout ceci constitue une interprétation littéraire créative, hein, parmi d'autres possibles. Loin d'être la seule lecture, elle invite à entendre, dans ces perles qui se répondent à distance, une réponse formelle à la crise politico-religieuse de son temps, puisque, rappelons-le, cet ouvrage a été écrit, composé vers la fin de sa vie, entre 1050 et 1064. C'est donc dans cette perspective qu'il m'a semblé intéressant de vous partager pour mesurer comment des procédés stylistiques deviennent un contre-discours politique discret, implicite, écrit dans l'urgence d'une El-Andalus déchirée. Ce miroir brisé dit tout, la fitna, les taïfas, mais aussi l'espoir d'un ordre omeyyade restauré. Je vous remercie chaleureusement de votre attention et vous souhaite un très beau colloque, un très beau congrès à Cordoue, et j'espère que vous profiterez de chaque instant dans cette région formidable qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Merci.